vous servir encore pour les quelques minutes qui nous restent à partager. Justement, nous allons partager sur un sujet très important de haut intérêt parce que nous parlerons de la tricherie en milieu scolaire ou de la tricherie en tout cas dans la société. Est-elle un phénomène culturel? Est-ce ancré dans nos mœurs? D'où vient la tricherie? Quels sont ses fondements? Et puis les conséquences, les solutions aussi pour l'éradiquer. C'est très important. Mais avant, rituel, postulat. C'est parti. Selon la définition standard, c'est une fraude commise lors d'un examen, d'un concours ou pour obtenir certains avantages, notamment d'ordre matériel. La tricherie est-elle culturelle? Sous le voile de la mariée. Bon, moi je pense que la tricherie c'est une mauvaise chose parce que un élève qui triche, c'est pas un élève qui est excellent. C'est-à-dire il faut bosser les coups d'avance, venir en classe, pouvoir rendre ce qu'on a appris. Mais en se donnant la tricherie, on se donne une sorte de facilité, ce qui n'est pas d'ailleurs bien. La tricherie, ce que la tricherie a fait à d'autres de mes amis l'année passée. J'ai l'impression que la tricherie, c'est une bonne chose. L'année passée, on était avec certaines personnes ici. Une fois qu'ils rentrent en classe, ils commencent à dormir. Mais si je vois que ces gens de personnes ont eu le bac et puis moi, je suis toujours assise ici, c'est comme si la tricherie, c'est une bonne chose. Mais en pratique, l'on peut tricher au jeu ou gagner par tricherie. Mais les cas les plus criards se retrouvent au milieu scolaire. Mais au sens figuré, c'est une duplicité, une malhonnêteté morale, une absence de respect vis-à-vis des valeurs que l'on prétend défendre. 2x au carré, plus 4x, moins 1. Ici, c'est une fonction polie. Non. Bon, culturel, disons qu'au départ, nos élèves de la Côte d'Ivoire, au départ, nos professeurs étaient des Blancs. Donc pour tricher, lorsque vous trichez, on vous renvoyait de l'école. Maintenant là, bon, les enfants changent d'école facilement. Et puis d'une école à une autre, la rigueur parfois peut varier d'une école à une autre. Ça fait que, bon, ça est devenu une culture pour eux. Disons même s'ils développent l'art de tricher. Tricherie affective, intellectuelle. L'envie audacieuse de se distinguer du commun et de ses semblables n'est le plus souvent qu'une tricherie commise envers la société. Lorsqu'on prend goût à la tricherie, lorsque la société elle-même cautionne, quand je parle de la société, c'est vrai que nous sommes en milieu scolaire, en milieu universitaire, mais même dans la société, il y a aussi la tricherie. Donc lorsque cette tricherie-là couvre toute la société, on pourrait parler de phénomènes culturels. Parce qu'on voit des gens, par exemple, si je prends dans le cadre de la médecine, il y a des gens qui apprennent des choses en trichant, c'est-à-dire ils trichent pour rendre. Quand il obtient son diplôme, quand tu vas dans son service pour aller travailler, on se rend compte qu'il ne maîtrise pas certaines choses, quoi. Donc la tricherie, ce n'est pas quelque chose de bien. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons dans nos établissements, c'est un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur. Et après, nous voyons des lacunes. Ils évoluent sans diplôme, mais peut-être que certains me diront qu'ils ont des succès en le faisant. Mais ce que nous constatons, nous, enseignants, ils évoluent avec les lacunes que nous décelons dans les classes supérieures. Bon, selon moi, la tricherie est une mauvaise méthode parce que les élèves trichent pour obtenir de bonnes notes en classe sans fournir aucun effort. Alors que ceux, par exemple, qui s'adonnent aux études vraiment, arriver aux examens échouent, alors que ceux qui trichent réussissent à leur examen le plus souvent. Dans tout ce décor, une question à l'expert sur le plateau qui devrait nous éclairer un peu plus sur ce phénomène qui prend de l'ampleur dans la société civile. Est-il toujours mauvais de tricher ou faut-il ne jamais tricher? À vous le studio. Ma foi bien. En tout cas, merci beaucoup sur ce plateau. La question, c'est vrai, nous avons le plaisir de recevoir M. Akpa Germain Agnero. Il est professeur depuis plus de 10 ans et vraiment, il nous sort un livre magnifique qui s'appelle À volo. C'est vraiment un voyage dans les méandres de la tricherie en milieu scolaire en particulier et dans la société en général, avec tout ce que cela engendre comme mauvaise chose et qui nous donne de mauvais exemples. Tout de suite, on va essayer de répondre à la question. Il y en a qui trichent, qui réussissent, et il y en a même qui, dans cet élément, c'est vraiment bluffant, qui incitent même à la tricherie parce qu'ils disent que c'est ce qui paye sous nos cieux. Réaction à chaud.
Merci Marcelin. Ce qu'il faut retenir tout de suite, il faudrait qu'on puisse définir ce que c'est que la tricherie. Voilà. Il faut partir sur cette base. La tricherie, c'est l'action de tricher. Tricher, c'est quoi? Tricher, c'est utiliser des manèges frauduleux pour obtenir un bon résultat. Ou bien, c'est enfreindre les règles en feignant de les respecter, en fait. Donc, sur ce point-là, on se rend compte que la tricherie, la fraude, le clientélisme, toutes ces choses-là portent le même pagne. À partir de cet instant, peut-on raisonnablement dire que la tricherie est une bonne chose quand il s'agit d'enfreindre des règles pour atteindre un objectif? Pas du tout. Enfreindre des règles, c'est se mettre hors la loi. Or, tout individu qui se met hors la loi est condamnable par la loi. Donc, à chaud, je peux d'emblée dire que la tricherie ne peut pas être une bonne chose. Voilà. Là, c'est le postulat fait sur la tricherie et sa définition. Les raisons qui expliquent ce phénomène, vous les avoir. Alors, la tricherie a plusieurs causes. Il y a des causes lointaines. Des causes immédiates. Et il y a des causes immédiates. Proches. Voilà. Pour les causes lointaines, je vais seulement citer la corruption généralisée de la société. Nous vivons dans une société où nous avons cultivé le goût du moindre effort. Et ce goût du moindre effort-là déteint sur nos descendants, sur nos enfants. La facilité. Alors, on sait que l'enfant apprend par imitation. C'est ce qu'il voit les adultes faire qu'il fait. Il pratique ce que les adultes pratiquent. Et l'enfant qui observe l'évolution de la société va penser que ce que les adultes pratiquent est la meilleure des choses, donc il copie. Donc, la tricherie va des parents des adultes vers les enfants. Donc, c'est cette corruption généralisée-là qui est la cause lointaine de la tricherie. Maintenant, parlant des causes immédiates, il y a l'appât du gain facile. Alors, si je suis un professeur, comme c'est dans le domaine que je maîtrise mieux, je suis professeur, bon, aux examens, quelqu'un vient me tendre de l'argent pour que je puisse agir pour sa réussite. Si je prends l'argent, c'est parce que j'ai l'amour de l'argent. Et cet amour-là va me pousser à induire celui qui est en train de me corrompre aussi en faute. Voilà. Parce que s'il est corrupteur, c'est qu'il est corrompu. Si j'accepte de ne pas me laisser corrompre, personne ne peut me corrompre. C'est ça. Voilà. Et puis aussi, il y a que les enfants eux-mêmes, aujourd'hui, il y a un certain laxisme. Les enfants n'aiment pas étudier. Mais cela n'est pas de leur faute, puisque ces enfants-là sont les produits d'une société qui va totalement à volo. Et à volo, c'est le titre de votre livre. Alors, moi, il y a une assertion qui m'a un peu choqué. C'est que le monsieur dit qu'à l'époque, quand il y avait les professeurs européens, il n'y avait pas de tricherie parce qu'on vous renvoyait. Est-ce à dire que le fait d'être ici indépendant depuis, être dans un système maîtrisé par nous, Africains, est-ce que ça veut dire que c'est inhérent, le fait de tricher est inhérent à l'Africain? Bien, merci pour cette question. Nous revenons totalement au thème qui a été donné. La tricherie est culturelle. Alors, quand on parle de culture, on parle de la civilisation, hein, la civilisation d'un peuple. Oui. C'est-à-dire, nous rentrons même dans l'idiosyncrasie du peuple. C'est-à-dire ce qui fait le fondement du peuple. Alors, peut-on raisonnablement dire que la culture d'un peuple est fondée sur la tricherie? Est-ce que la tricherie peut être inhérente à un peuple? Ce serait une insulte à ce peuple-là. Alors, ce que je veux dire, c'est que la tricherie peut s'installer dans l'évolution du peuple. Dans les mœurs. Voilà. Mais la tricherie ne peut pas être le fondement de la vie d'un peuple. Quand on sait que la culture, c'est l'ensemble des connaissances et des mœurs d'un peuple. Alors, je veux bien respecter le point de vue
du dévancier qui a parlé, cela veut dire aussi que peut-être, au temps où les Européens étaient là, il y avait peut-être la moralisation de la vie publique. Peut-être. Puisque je n'ai pas vécu à cette époque. Mais ce que je constate aujourd'hui, c'est que quand on prend quelqu'un en flagrant délit de tricherie, ou bien même qu'on le prenne après avoir triché, on le condamne, on le met en prison, on le renvoie du circuit scolaire. Voilà. Vous avez parlé de plusieurs motivations. Les causes, c'est quoi? Qu'est-ce qui cause la tricherie? Qu'est-ce qui emmène la tricherie dans une société? C'est ce que je viens de dire. Il y a la part du gain facile et la corruption généralisée de la société. Il y a l'amour du moindre effort. Voici quelques éléments. Voilà, vous parlez tout à l'heure de tricherie dans les gemmes d'une nation ou bien dans la civilisation. Mais il y a des civilisations où, quand quelqu'un triche, on le montre du doigt. On dit c'est lui qui a triché. Mais il y a d'autres civilisations où, quand quelqu'un triche, on dit oui, il a bien fait. On entend dans nos pays quelqu'un qui a été condamné de tricherie, on dit non, on vote pour la tricherie. On entend ça dans nos pays en Afrique. On vote pour la tricherie, on vote pour la corruption. On entend ça. Personnellement, je n'ai pas encore entendu... Si, c'est-à-dire on a l'impression que dans des civilisations, quand quelqu'un triche, quel que soit son niveau, on le montre, on dit oui, il a triché, il a été condamné. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Mais dans d'autres civilisations, bon, la personne... On dédouane à la limite. La personne, à la limite, est dédouanée, on ne fait rien, elle est intouchable. On laisse passer. Bon, je ne pense pas que dans un pays sérieux, on puisse tolérer la tricherie. Malheureusement, tous les pays ne sont pas sérieux. Voilà. Bon, là, c'est votre point de vue. Oui. Pour moi, tous les pays sont sérieux. Parce que pour moi, lorsqu'un territoire est constitué en nation, il y a des règles. Je ne pense pas que dans un pays, une règle puisse encourager la tricherie. Je ne pense pas. Non, il n'aura jamais, monsieur Akpa, il n'y aura jamais de règle qui va encourager. Mais il y a des actions faites de tous les jours. Quand vous dites que publiquement, certaines personnes soutiennent la tricherie, ça veut dire que dans ces pays-là, la tricherie est acceptée dans les règles. Ouais. Sinon, dans un pays sérieux, on ne peut pas publiquement soutenir la tricherie impunément. Voilà. Comme pour continuer, hein, comme pour dire, il y a des pays où le taux de corruption dépasse vraiment l'entendement. Dans ces pays-là, on dirait que la corruption est tolérée, ça passe partout. Non, la corruption ne peut jamais être tolérée. Seulement sont des gens... Quand tout le monde s'adonne à cette corruption-là, c'est qu'il y a de la tolérance quelque part, il y a de l'adhésion même. Tout le monde peut-être, quand on parle de tout le monde, c'est exagéré, c'est un peu hyperbolique. La grande majorité, voilà. En tout cas. Je ne pense pas que dans un pays, la grande majorité puisse s'adonner à la corruption. Il y a des personnes qui le font. Il est où? Alors, si je prends, par exemple, sur une échelle de 10 personnes, je ne pense pas que sur ces 10 personnes, 8 vont s'adonner à la corruption. Peut-être 4. Peut-être 4 vont s'adonner à la corruption. C'est déjà grave. C'est grave. Mais je pense que les nations mettent en place des systèmes pour essayer de mettre ces personnes-là dans le filet. Devraient mettre en place. Vous êtes professeur depuis 10 ans maintenant, et Dieu sait que vous en avez vu des choses en matière de tricherie. Vous avez corrigé des feuilles aux examens, tout ça. Parlez-nous un peu de l'ambiance. Dans le livre, vous évoquez cela. On ne va pas tout dire parce que le livre est très intéressant à parcourir. Alors, la tricherie en milieu scolaire, au fait, c'est de là que tout part. C'est la raison pour laquelle notre reportage illustratif est fondé déjà en grande partie dans le milieu scolaire. C'est de là que tout part. Alors, quel est le regard du professeur sur le niveau, les formes, la tricherie ne part pas de l'école. Tout à l'heure, je vous avais expliqué que l'enfant apprend par imitation. Et ça se développe à l'école? Voilà. Quand l'enfant a appris à travers les parents ce que c'est que la tricherie, lui, il récupère cet apprentissage-là et il l'améliore. Merci pour les parents. Et il l'améliore. Parce que ne vous y trompez pas, les enfants sont très intelligents. Ils sont très intelligents. Alors, quand l'enfant a observé ce que le parent fait, alors, lui-même, il utilise ce qu'il a déjà appris et il améliore. Enfin, je vais vous dire que celui qui apprend doit être à mesure de tuer celui qui lui a appris. C'est-à-dire le disciple tue toujours le maître. Et c'est ce que les enfants font. Ils le font et ils le font très bien.
Alors, pour parler de tricherie, voilà, entre guillemets, ils le font très bien à l'école, mais les enfants ont développé des techniques incroyables. Ah bon? Oui, vous allez nous donner. Et puis, avec l'avènement des nouvelles technologies, morceau choisi. C'est de véritables génies, d'accord, qui, chaque année, inventent de nouvelles techniques. Donnez-nous l'analyse, parce qu'en 10 ans, vous avez dû voir beaucoup de choses, comme Marco le disait. Vous pouvez nous faire une analyse depuis le début de votre carrière jusqu'à aujourd'hui. La mise à jour. Est-ce qu'il y a de Il faut qu'on sache aussi ce qui se passe. Il faut connaître le monstre pour pouvoir le combattre. Oui, mais il y a de nouvelles techniques. La plus grande technique utilisée, c'est la technique du téléphone portable. Il devrait être interdit dans la classe. Où les enfants... C'est interdit d'ailleurs. Officiellement. Mais ils arrivent toujours à passer entre les mailles du filet. Comme quoi on arrive à passer entre les mailles d'un filet. Oui, c'est possible. Certains y arrivent. D'accord? Ils arrivent à passer entre les mailles du filet. Et pendant les évaluations, ces personnes-là vont sur WhatsApp ou bien sur Google. Parce qu'en général, les sujets qu'on donne, tout est déjà sur Google. Alors, ils rentrent dans Google et... Ils ont tout. Ils ont tout. Okay. Il y a d'autres tactiques? À l'examen, par exemple, quand les enfants arrivent à rentrer dans les salles d'examen avec leur téléphone portable, il y a des mains occultes. On ne sait pas où se trouvent ces mains-là. Des mains occultes qui traitent les sujets et qui les balancent sur ces portables-là. Voilà. Voici entre autres quelques petites techniques, sans oublier... les copies qui se ressemblent. Les copies conformes. Très bien, les copies conformes. Il y a des personnes qui recopient carrément les réponses sur des feuilles qu'ils attachent à leurs cuisses. Bon, il y a tellement de techniques que, bon, si nous voulons rentrer dans ces considérations-là... Bon, alors, tout ça là, quelles sont les incidences sur la société? Ça, c'est le regard de l'écrivain maintenant. Le professeur a dit ce qu'il voyait un peu. Alors, quelles sont les incidences après sur la société? Parce que c'est vrai que tout ne commence pas à l'école. Il y a le cocon familial, vous l'avez bien dit. Mais après, ce sont de futurs directeurs, de futurs ministres, de futurs présidents. Tout à fait. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont les adultes qui fabriquent ces enfants que nous avons là. C'est tricheur. Voilà, c'est tricheur. Ce sont les adultes qui les fabriquent. Comment? Pourquoi vous dites ça? Je l'ai dit et je le répète, l'enfant apprend par imitation. L'enfant est le fruit de son environnement. Quel exemple il voit, par exemple, qu'il incite à tricher? Comment expliquer à un enfant aujourd'hui que l'école est bonne, qu'il faut étudier, qu'il ne faut pas tricher, alors que lorsqu'il voit autour de lui des personnes qui ne sont pas de bonne moralité prospèrent? C'est vrai, je suis d'accord. L'enfant a envie de prendre aussi ses raccourcis pour prospérer. L'école devient un chemin très fastidieux pour lui. Il y a des enfants, quand Alix et moi on préparait l'émission, qui nous ont dit « Moi, je ne peux pas attendre un mois pour avoir 300 000 francs par mois. Je peux avoir ça en un coup. » Voilà. Il y a des gens qui disent ça. Voilà. Et des enfants de 14 ans, hein, des adolescents. Cette réflexion n'est pas venue ex nihilo. C'est parce qu'il a dû constater certaines choses dans la société. Il y avait possibilité d'utiliser cette option. Il a entendu le discours de ses parents. Tout à fait. Il a regardé des films. Tout à fait. Voilà. Donc, la conséquence, c'est que, comme je l'ai dit, c'est toute la société qui va à volo. Parce que l'enfant, c'est l'avenir du pays. Et quand cet avenir-là, quand cet avenir est menacé, quand cet avenir n'est pas bien formé, alors le futur du pays est inquiétant. Justement, qu'est-ce que vous pensez du système éducatif? Je pense, à mon niveau, qu'il n'y a pas de mauvais système. Tous les systèmes éducatifs sont bons. Parce que la Côte d'Ivoire, quand même, au niveau du budget, le budget le plus grand alloué donc, par rapport au chapitre de l'État, c'est l'éducation. Bon, moi, je ne vais pas rentrer dans les considérations. Non, je ne veux pas que vous rentrez, je vous donne l'information. Le partage d'informations. 41%, normalement, si les chiffres sont exacts. D'accord. Okay. Comme je l'ai dit, tous les systèmes éducatifs sont bons. Néanmoins, ce sont les conditions d'application de ces systèmes qui sont désastreuses. Lesquelles conditions? Ce sont des conditions totalement apocalyptiques parce que... Ce n'est pas trop exagéré, apocalyptique? Non, non, j'assume ce mot. Allez-y, expliquez-nous. Oui, lesquelles conditions? Je vais donner un exemple tout simple.
Allez-y. Aujourd'hui, le système qui est appliqué à l'école ivoirienne, c'est l'APC. C'est l'approche pédagogique par les compétences. D'accord. Et pour appliquer de façon efficiente l'APC, il faudrait que dans une classe, il y ait tout au plus 20 élèves pour que ce système soit véritablement applicable. Mais aujourd'hui, vous rentrez dans une classe, vous trouverez 115 des fois. 115 oui. Mais ça, c'est le bas mot petit. 170 élèves dans une classe. Alors, quelle magie, le meilleur pédagogue voilà, quelle magie vous attendez pour que ces enfants-là soient bien formés? C'est impossible. Vous préconisez quoi alors? Moi, je préconise que l'on puisse construire des infrastructures d'accueil, qu'on puisse recruter des enseignants, parce qu'il y a un déficit. Et puis, qu'on puisse bien répartir les enseignants dans les différentes zones. C'est-à-dire? Parce qu'il y a des zones où il y a une accumulation d'enseignants. C'est inégalement réparti? C'est inégalement réparti. Pas d'adéquation entre voilà. le système et les... Il y a des zones où les gens sont en sous-horaire, alors qu'ailleurs, les gens sont surbookés. C'est vraiment déplorable. Voilà, donc, vous voyez, pour ne citer que cette seule condition, les effectifs pléthoriques qui sont dans nos classes ne permettent pas une bonne formation. Merci beaucoup à vous, Akpa Germain Agnero. Je rappelle avec lui que nous évoquions l'épineuse question de la tricherie tout court dans la société, que ce soit en famille, à l'école ou ailleurs. On a été très heureux d'être en votre compagnie. Alix, c'est le week-end. Exactement, c'est le week-end et on vous souhaite en tout cas un merveilleux week-end. On se revoit en début de semaine, lundi déjà. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.